Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vendredi donc 15 mars, on est ensemble jusqu'à 14 h et au niveau des invités, donc nous avons déjà sur le plateau monsieur Jacques Davila qui va nous parler de l'eau en toute sauce pour sa chronique. Bonjour. Bonjour, très cher. Bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, namasté. Voilà, donc c'est notre premier invité et ensuite on va recevoir donc Jean Hameau, auteur, qui va présenter son livre Hold-up judiciaire, l'affaire du centre Saint-Jean-Bosco. On viendra avec Priscilla Delaney, cofondatrice et directrice artistique du festival Nouveau Regard. Elle va nous parler de ce festival qui va démarrer du 20 au 24 mars. Avec Janine Carat et Marie Letin, il sera question d'un séminaire sur les clés de l'estime de soi. Et ensuite, on terminera avec Camille Mugerin, Jacqueline Birman, Sétor, qui vont nous parler de la journée de la femme, donc avec l'association Liane Pagnier. Voilà, pour les invités. Au niveau de l'information, on va traiter de la grève des laboratoires Biopôle Antilles. Donc, suite à un appel national, les laboratoires en Guadeloupe sont en grève à partir d'aujourd'hui, donc 15 mars. Il sera question aussi du vernissage de l'exposition collective Gravide qui a eu lieu, donc ce vernissage hier à Vallombreuse, donc dans la galerie Émergence Art. Et on verra ensuite la visite de la région à Marie-Galante. Donc, pour cette réunion délocalisée de la commission, on reviendra sur ces titres et on va démarrer justement par la grève de Biopôle Antilles. Suite à un appel national, plusieurs syndicats de laboratoires Biopôle Antilles Innovi sont en grève à partir d'aujourd'hui. Ils réclament une augmentation de leur grille de salaire, la mise en place d'un 13e mois et de meilleures conditions de travail. On voit un reportage de Solène Fèvre. Aujourd'hui, nous avons rejoint l'appel à la grève nationale qui unit tous les laboratoires de métropole. Nous avons profité, le groupe Innovi, de ce moment pour pouvoir aussi manifester et revendiquer nous avons les mêmes revendications, les mêmes droits que ceux de la métropole, voire plus. Donc nous, on revendique de meilleures conditions de travail et aussi une augmentation de la grille des salaires. On aimerait aussi, par rapport à Innovi, que le partage des profits soit fait avec l'ensemble des salariés par rapport au groupe Innovi. Nous demandons aussi qu'il y ait plus au niveau des conditions de travail, que les congés soient remplacés, que les maladies soient remplacées, qu'il y ait moins de pression sur les sites. Innovi a invité tous les délégués syndicaux des filiales. Et c'était le 5 mars où ils devaient aller discuter justement par rapport aux revendications de la grille de la convention collective et des conditions de travail. Et on a eu le retour de la métropole où on n'a pas eu de réponse concrète, ce qui a fait qu'aujourd'hui, toutes les filiales du groupe Innovi sont en grève. Nous, au niveau du CSE, on a une réunion le mardi 19. Donc là, on va pouvoir justement utiliser la mobilisation qui s'est faite aujourd'hui pour pouvoir faire remonter toutes les revendications et les réclamations des salariés. Voilà, donc une grève à suivre puisque rendez-vous prévu mardi 19. On va enchaîner avec ce vernissage de l'exposition collective Gravide dans le cadre du festival Cris de Femmes. Donc c'est un festival qui entame sa 13e édition et qui se veut un moyen d'expression pour les cris de révolte des femmes à travers le monde. Et cette année, Gravide est la thématique portée par cette exposition pour faire le lien avec la gestation et notamment la gestation à partir du féminin. On voit un reportage de Vianney Valverde qui était venu allié à cette exposition. On fait un reportage ensemble. Nous sommes à la galerie Émergence Art, qui est donc à l'entrée du domaine de Vallombreuse. Le thème Gravide, cette année, je trouvais intéressant d'utiliser donc un mot qui est utilisé exclusivement pour les femmes, pour les femelles, puisqu'on l'utilise à la fois pour les femmes, les humaines, mais aussi les plantes, mais aussi les animaux. Et donc de partir de la féminité, donc d'être d'un mot femelle
pour aborder des questions plus universelles. Ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que déjà on a 15 artistes, donc on a 15 individus et on a 15 regards différents, dont 3 hommes, puisque sur les 15 artistes, il y a 3 hommes, donc 12 femmes. Et chacun a abordé ce sujet ou cette thématique par rapport à son histoire, par rapport à son vécu, ou peut-être aussi par rapport à des causes qu'ils veulent défendre, puisque on est quelques jours seulement après le 8 mars, qui est la journée internationale du droit des femmes, et qu'on oublie souvent que les femmes ont des droits comme les hommes. Gravide, c'est tout ce qui est autour de la fonction maternelle, donc c'est le fait d'être enceinte en fait. Et moi j'ai choisi de le représenter à travers des vagins, voilà, qui ont chacun un thème et qui sont représentés de façon cartoonesque presque. Et voilà, j'étais très inspirée par le thème et je suis très contente de l'avoir réalisé comme ça. Les gens sont très surpris de voir des vagins comme ça exposés dans des tableaux. C'est vrai que ça suscite beaucoup de questionnements et j'essaye d'y répondre, hein, mais les gens sont choqués un peu. Et peut-être que certaines personnes ne changeront pas d'avis, mais auront un autre regard quand on entend parler de ces thématiques dans les faits divers ou dans les faits de violence ou dans les condamnations ou dans les tribunaux. Pour une fois, l'universel, ça ne partira pas du masculin, mais du féminin. Et donc, on a invité des artistes, des hommes, des femmes, etc., à aborder cette question de la gravidité, c'est-à-dire la gestation. Parce qu'on peut, effectivement, en tant que femme, on parle souvent de la maternité, mais au-delà de la maternité, on peut parler de la paternité, on peut parler de la paternité d'une idée, on peut parler de la gestation d'une idée, on peut parler de l'incubation d'un projet. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment d'élargir le propos à partir du féminin et du coup d'amener ces artistes à créer l'universel. L'idée c'est de mettre en avant des choses qu'on voit jamais et des choses que nous femmes on ne voit même pas en fait, si ce n'est à travers un miroir, et là l'idée c'est de les représenter à la vue de tous. Voilà. Et je suis très contente de participer, je vois que mes œuvres plaisent beaucoup, font réagir, ça me fait très plaisir. Donc un festival, donc Cris de femmes, qui sera l'occasion de plusieurs expositions, masterclass nocturnes, concerts et ventes privées. On va enchaîner avec notre chroniqueur pour la chronique de l'eau en toute sauce et on lance le générique. Donc, Monsieur Davila, bonjour. Bonjour, cher. Bienvenue sur le plateau. Donc, quelles sont les nouvelles maintenant de l'eau, puisqu'on a eu un ministre qui est passé, un sous-préfet chargé de l'eau. Est-ce que, du coup, il y aura du changement pour l'eau? L'espoir fait vivre. Oui. Un ministre nouveau est venu explorer, par suite de changement de programme du ministre de sa tutelle, M. Darmanin, qui ne pouvait être présent à la Guadeloupe. Donc, on a fait un décalage sur la Martinique et elle, découvrant les dossiers, parce que c'est une ministre héritière, elle hérite de dossiers qu'elle ne connaît pas. Donc, elle est venue à la Guadeloupe pour écouter, gagner du temps, parce que le ministre ne pouvait être à la date prévue à la Guadeloupe. Si bien qu'elle est arrivée le mercredi à 14h, elle est repartie le jeudi à 13h. Donc, c'est dire le laps de temps pour avoir fait autant de choses, écouter autant de doléances, tant bien que mal, et calmer, apaiser. Donc, d'aucun quoi qu'ils ont réussi. Mais quelle réponse pouvait-elle apporter à des gens qui posaient des questions, notamment sur l'octroi de mer, qui viennent faire l'objet d'un rapport de la Chambre régionale des comptes, par exemple, dans la mesure où les représentants de l'eau n'étaient pas conviés. Ceux qui ont parlé de l'eau sont des gens qui regardent ça de loin, même si comme en tant qu'usagers individuels et professionnels, tels que les MPI, la FTPE, les agriculteurs, les uns et les autres, l'UDE-MEDEF, les hôteliers. Oui, les gens ont des problèmes d'eau. Oui. Mais les gens connaissent très mal le fonctionnement de l'eau, ce qui est une affaire de spécialistes, entre l'eau agricole que l'on pompe, qui a du chlordécone dedans, ce qui n'en a pas. Les gens ne connaissent pas les problèmes de facturation. Les gens ne comprennent pas. J'ai entendu un élu s'exprimer l'autre jour, suite à l'intervention que nous avons obtenue d'arriver à presque 30 millions
de remise de factures insincères avant le 31 août 2021, qui s'étonnait par exemple que la commune de Trois-Rivières n'était pas incluse dedans. Mais pour une raison toute simple, voilà quelqu'un qui est élu, un élu notoire de la Guadeloupe, qui ne savait pas que la commune de Trois-Rivières était une régie municipale, tout comme l'autre, la régie de Sainte-Rose, qui ne pouvait être membre, bénéficier de ce que nous avons discuté depuis longtemps, depuis 2019, avec la CHGSC, tout comme on en a obtenu à la Carle autrefois, et ainsi de suite. Mais c'est une affaire de spécialistes de finances publiques. Les gens ne savent même pas lire leurs factures. C'est pour ça que je ne cesse d'insister. Allez dans les associations, faites le ménage, contribuez. Par exemple, le mois de mars, c'est le mois des assemblées générales. C'est le mois des contraintes de comptes de gestion, de comptes administratifs, selon on est en comptabilité M14 ou alors en M57 nouvelle, qui va confusionner les deux comptes. Et on s'aperçoit que parmi les élus, parmi les agents, il y a certainement 2 ou 3 qui sont compétents, mais la majorité ne l'est pas. Dernièrement, on se trouvait dans une situation ubuesque sur ce qu'on appelle les pluriactivités. Dieu merci, pour une fois, j'ai eu l'occasion de féliciter pour ce faire le président du SMJAG, parce qu'il a eu une attitude conforme à la loi. Si vous faites de la pluriactivité, il faut le déclarer quand vous êtes dans la fonction publique titulaire ou contractuelle. Ce qui n'est pas le cas, tout le monde est dans un porte-manœuvre. Un monsieur va faire un accident de voiture, mesdames, messieurs, d'une voiture que vous payez tant bien que mal sur des factures insincères, incontrôlées, et pour aller s'occuper de son bar-restaurant. Mais pour revenir justement... mais tout ça, c'est de l'eau, parce que ce sont les gens qui payent. Les gens payent des volumes 4 fois en taxes ODE sur leur facture. Regardez la taxe ODE, la 3e ligne en partant du bas, en remontant vers le haut. Vous allez voir que votre volume est 4 fois celui du volume réellement concerné. C'est interdit par la loi, c'est interdit par le Code de l'environnement notamment, et ça se demandait ce que fait la concurrence et les prix qui ont en charge de contrôler les factures, fussent-elles publiques ou parapubliques. Et c'est pour ça que nous ne cessons de vous demander, venez rejoindre ceux qui ont porté une plainte, de manière à ce que l'action puisse être plus déterminante, plus efficiente, parce que nous serons plus nombreux. Vous n'aurez pas d'avocat à payer. Et donc, justement, par rapport à ce sous-préfet qui est missionné pour l'eau et l'assainissement, vous pensez que ça va faire un changement? Non, c'est un type qui a un très beau CV, jeune homme brillant, major de l'INET, c'est très très bien. Il a un MBA en plus, ça veut dire qu'il sait compter, qu'il sait calculer, très bien. Mais ça ne suffit pas. Nous sommes fatigués à la Guadeloupe, dans un territoire où tous les 20 ans, on essaie de remodéliser le système économique, on n'y arrive pas, et de nous envoyer depuis la feuille de route, signée il y a un peu plus de 18 mois, les mêmes des jeunes qui sortent de l'école, qui sont bardés de diplômes, mais qui n'ont aucune pratique, aucune connaissance du terrain, et qui héritent très souvent de rapports inadéquats, de solutions en cours non adaptées aux réalités. Comment pouvons-nous expliquer à notre population que ce jeune, très certainement compétent, il a un CV de bâtisseur de grandes écoles, de bonnes écoles, c'est très bien, mais cela ne suffit pas pour maîtriser nos réalités auxquelles il faut se confronter. Il va se retrouver avec la situation, par exemple, d'avoir une commission de surveillance qui n'est qu'une commission consultative, qui se quoi, issue de la cuisse de Jupiter. On me dirait que Jupiter était guadeloupéen. Jupiter était grec, c'était le dieu des Grecs, c'était pas le dieu des gens d'ici. Faut nous sérieux. Donc, il faut remettre, nous habitons là, de par la loi, ces commissions consultatives. C'est pour les élus, c'est pareil qu'une CCSPL, Constitution consultative des services publics. Donc, il faut ramener ça. Cette commission est en situation d'illégalité avec un président qu'on a baptisé le président de la commission de connivence. C'est ce que l'opinion publique dit, qu'elle assume, j'espère. Et on se retrouve avec des gens dedans qui ont démissionné, que l'on retrouve encore de nouveau parce que le préfet, le contrôle de légalité, n'a pas encore pris depuis plus d'1 an l'arrêté modificatif pour ce faire. Comment voulez-vous qu'une commission composée de 34 membres, dont des élus, président de l'association des maires, il y a 2 députés dedans, il y a madame la vice-présidente du conseil régional, qui est présidente de l'association nationale de biodiversité, qui n'est jamais venue en réunion. Donc ce n'est pas normal, ça ne peut pas continuer. On se retrouve avec des irrégularités et des avis émis qui ne tiennent pas la route fort souvent.
même s'il y a deux ou trois des bons points, mais si vous êtes en charge de la surveillance des comptes, il faut surveiller les comptes, et même si vous n'avez que voix consultative, il faut que vous ayez la compétence pour permettre, on se retrouve à 8 ou 9 en réunion, sur les 34, les gens ne s'excusent pas, ils ne sont pas sanctionnés. Et en plus, cette commission émet des avis sur lesquels le comité syndical du SMGAG est amené à se prononcer, ce qui entache les décisions de nullité. Donc il est certain que quand, parce qu'il faut le savoir, la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane a reçu mission de la Cour des comptes nationale de mettre le nez dans les affaires du SMGAG, parce que depuis 2 ans et demi que cette structure existe, elle dysfonctionne, et malgré les 178 000 personnes abonnés usagers qui se plaignent, elles ne font pas ce qu'il faut à nos côtés pour pouvoir faire avancer le schmilblick. Ce n'est pas facile. On n'a pas une baguette. Comment on pourrait faire pour avancer? Il faut rejoindre le site que nous avons créé qui s'appelle La Goutte d'eau, qui est à la disposition des gens. Je vous affirme, vous n'aurez pas d'avocat à payer. Nous avons obtenu ce qui s'appelle un pro domo d'un très grand cabinet qui obtient, lui, des résultats. Jusqu'à ce jour, La Goutte d'eau a gagné tous ses procès pour le remboursement des bouteilles d'eau pour les gens, pour les tours d'eau, les mises en conformité de trucs. Parce qu'il faut savoir, l'autre jour, nous avons fait arrêter les travaux de déhauteur. Est-ce que vous savez que déhauteur, les mêmes travaux avaient déjà été faits il y a 3 ans et demi? Alors, des gens comme moi se sont étonnés. Nous avons été pour demander, mais comment c'est qu'on refait les mêmes travaux? Ils ont déjà été payés. Il y a quelqu'un qui prend quelqu'un pour un canard sauvage. Est-ce que vous savez qu'on vous fait payer de l'octroi de mer indu, alors que l'article 40 et 43 de la loi des finances interdit que l'on prenne une taxe pour... On inclut l'octroi de mer, mesdames, messieurs, interne, pour la potabilisation de l'eau comme un produit industriel, dans le montant hors taxe de la facture, on rajoute la TVA dessus. Donc, il y a une espèce d'escroquerie qui est en train de se faire là, et on dit que c'est l'octroi de mer qui crée l'inflation. Non, mesdames, messieurs, l'octroi de mer a été introduit depuis la nuit des temps, alors que la TVA qui a été introduite dans l'Hexagone puis dans l'Europe en 1954 a été introduite à la Guadeloupe en 1975. Si nous respectons la chronologie et la méthodologie du droit français et européen, elle est intérieure. C'est elle qui a créé une taxe de 8,5% sur laquelle l'État touche des dizaines de millions et le reste est versé aux collectivités avec une remarque de l'Europe qui, défendue par la France pour ce faire, n'a pas été bien loin, qui date de 1992, qui consisterait, mesdames, messieurs, à prendre la plus grande partie de l'argent pour le tourner vers le développement. Il faut savoir que les montants alloués en octroi de mer ne représentent que 7% du développement du territoire. Le reste de l'argent, mesdames, messieurs, est destiné aux communes pour faire du fonctionnement. Moun, mettez à la bouchon, trou. Alors que ce n'est pas ça que notre pays a besoin. Notre pays a besoin de formation de gens compétents dans toutes les disciplines dont une société a besoin et d'emplois industriels et de services, bien sûr. Parce que nous avons besoin de médecins, nous avons besoin de pharmaciens, de laboratoires dont vous disiez qu'ils sont en grève, et ainsi de suite. Nous avons besoin d'agriculteurs performants. Parce que quand un citoyen a un problème, je ne cesse de vous le dire, le problème, c'est 24 heures tous les jours, y compris les années bissextiles. Alors que vous avez affaire à des gens qui travaillent 35 heures par semaine, 5 jours à 7 heures. Donc, ce n'est pas les mêmes rendements. Donc, il faut que nous trouvions l'équilibre pour pouvoir organiser cela. Et cela n'est fonction que de notre vouloir. Il faut que nous apprenions à faire ensemble, à ne pas tenir compte de la race, de la religion et du parti politique de l'autre. Il faut que nous apprenions à faire ensemble. Et c'est comme ça, en faisant ensemble, que nous apprendrons à vivre ensemble et à nous respecter. OK. Donc là, vous avez parlé de la goutte d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont... Oui, la goutte d'eau a été rejointe par la Ligue des droits de l'homme, par toutes les stations, dont, par exemple, le comité de défense des usagers de l'eau de la Guadeloupe, présidé par M. Parent. Et dernièrement, nous venons de franchir le cap des 200. Après une séance de travail à Margalante, nous allons aller dans les autres îles de l'archipel, nous descendrons dans toutes les communes prochainement, parce que, effectivement, nous ne pouvions pas rester un si petit nombre de gens responsables alors que nous nous plaignons globalement. Et nous sommes en train de nous attaquer à
toutes les hérésies, irrégularités et manquements, et nous avons porté plainte. Il faut que vous sachiez que le parquet général des finances a désigné la gendarmerie de la Guyane pour qu'il n'y ait aucune pression locale de Monamoun, d'habitants, nous, Porté-Manève, hein, qui a déjà commencé les interrogatoires. Et très bientôt, le magistrat instructeur de la Cour des comptes a déjà été désigné et va s'occuper du SMGAG. Ce n'est pas la chasse aux sorcières. Nous voulons connaître l'ampleur des dégâts. Qu'est-ce qu'il faut porter comme solution? Et avec des gens intègres, parce que je rappelle que je ne suis pas payé pour ça. Pas même mes frais de déplacement que je n'ai pas. D'accord, donc c'est une affaire qui est toujours en cours. Et, oui. Et ce sous-préfet, il est très certainement plein de bonne volonté. J'espère qu'il tiendra compte des avis des usagers, sans quoi il restera ce qu'il est, un fonctionnaire d'État et qui n'a pas une baguette magique. D'accord. Bon, ben, on reviendra de toute façon sur ce sujet, j'imagine, parce que c'est une préoccupation pour tous. Hein, pour tous, nous sommes tous concernés. Tous les individus présents sur le territoire sont concernés à la fois par l'eau, par l'assainissement, par les eaux pluviales, par les eaux d'incendie, parce qu'il y a un réseau d'incendie avec les problèmes que vous connaissez, mais aussi par la restauration de l'environnement, car nos stations dysfonctionnent. 72% des stations d'épuration rejettent des eaux impropres, donc non normées, et pourrissent l'environnement. Nous avons les effets du chlordécone, ce qu'on appelle les intrants qui ne sont pas encore arrivés dans les nappes phréatiques. Nous avons tous ces bateaux sous couvert de pseudo-tourisme, très bien, ça très belle, développe le pays, ce n'est pas vrai, qui pourrissent nos eaux littoraux, nos zones littorales, dans la mesure où ces bateaux n'ont pas d'équipement sanitaire comme un paquebot et rejettent des eaux non conformes en mer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Cela ne veut plus durer, sans compter, mesdames, messieurs, du fait des dysfonctionnements du SMGAG, en fourniture d'eau non potable en quantité et en qualité, et de les rejets, vous achetez de l'eau importée. L'eau importée, il est démontré aujourd'hui, biologiquement, chimiquement, scientifiquement, techniquement et juridiquement, qu'elle contient toutes sortes de nanoplastiques. Donc c'est contraire à l'intérêt de votre santé, sans compter les problèmes que cela pose au service de collecte des ordures pour détruire ce plastique que l'on retrouve partout, disséminé. L'autre jour, nous avons fait nettoyer avec l'Office de l'eau, Dieu merci, une partie de la mangrove de Port-Louis. Nous sommes atterrés par ce que nous avons découvert, que les gens rejettent. Sachez qu'aux dernières statistiques, on a relevé l'équivalent de 80 millions de bouteilles d'eau. Imaginez comment détruire 80 millions de bouteilles d'eau à la Guadeloupe, où nous ne sommes pas équipés pour ce faire. Imaginez qu'on vous dit, oui, achetons une citerne de l'eau. C'est très bien, mais la citerne est aussi en plastique. Et on a parlé justement, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un reportage sur une autre chaîne qui parlait de la coulée, où il y a eu... Mais oui, alors c'est vraiment un scandale à Saint-François. Nous ne cessons de dénoncer cette espèce d'amalgame. Ça pose le problème de la compétence de certains agents et responsables du SMGAG. Donc ces gens-là étaient en situation antérieurement. Ce sont les mêmes qu'on a gardés. Le préfet Gustin disait, si vous gardez les mêmes incompétents, vous allez reproduire les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes errements. Eh bien, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez normal que des gens qui soient responsables de service ne sachent pas qu'on a construit un ouvrage sur une canalisation en fibrociment, qui était ce qu'elle était, mais qui était là, qui devait servir, une canalisation d'eau usée, sur laquelle une canalisation privée est venue, et tout ça, l'ensemble s'est cassé, l'ensemble se déverse dans l'eau visuelle et va jusqu'à la mer. Mais j'ai été voir à Saint-François, mesdames, messieurs, mais ce n'est pas la seule canalisation qui va directement dans la marina, qui n'est pas équipée pour ce faire, qui va ailleurs. Tout le littoral est bordé de tuyaux qui sortent des restaurants et tout. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer, avec une station d'épuration qui ne fonctionne qu'en dessous de 50% de sa capacité. Donc, ça veut dire qu'il faut une équipe performante qui va se retrousser les manches pour prendre les problèmes un par un et porter les solutions adéquates sous réserve qu'elles puissent être financées. On a une cesse confirmée par le ministre Carinco de dire aux gens, il n'y a pas de problème d'argent. Alors, s'il n'y a pas de problème d'argent, nous avons de quoi payer les compétences. Il faut trouver les compétences où elles sont et arrêter de mettre des gens qui se prennent pour Harry Potter, qui n'ont aucune baguette magique,
Hein? Et même s'ils vous racontent n'importe quoi, on serait curieux de savoir pourquoi ils ont quitté leurs anciennes fonctions et pourquoi d'autres aujourd'hui veulent quitter leurs fonctions. Parce que cette affaire de pluriactivité et cette affaire de je suis compétent, mais ce sont des égos hypertrophiés, surdimensionnés. Il faut que vous assumiez les conséquences de vos choix. C'est vous qui choisissez les élus qui mettent en place certains. Donc il faut leur dire leurs 4 vérités. Quand un élu a raison, il a raison. Quand un élu a tort sur de l'eau, si vous aimez boire de l'eau avec des colibacilles dedans, il n'y a qu'à le dire et on vous laissera tranquille, j'ai autre chose à faire. Juste un mot dernier, mais vraiment un mot sur la proposition de loi qui a été justement validée, qui est en cours de validation au Sénat. Quel est votre avis sur la chlordécone? Sur la chlordécone, je considère que ce n'est qu'une étape dans la mesure où elle sera obligée de revenir devant le Parlement. Donc, il y aura des surprises parce que nous, Guadeloupéens, n'avons pas encore pris conséquence que l'affaire du chlordécone, c'est le Tchernobyl des Antillais. C'est-à-dire que nos arrière-petits-enfants subiront les conséquences génétiques, biologiques de tous ces dysfonctionnements. Et c'est pour ça que j'assume les conséquences de mon propos. Oui, j'ai dit, et je maintiens mon dire, que j'ai été absolument attristé, peiné, que l'on ait pu se donner la Légion d'honneur au président du syndicat des bananiers, le 1er janvier de cette année. Parce que je ne pense pas qu'il soit auteur de l'importation du chlordécone, mais c'est une affaire extrêmement grave, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont employé un paquet de gens qui n'étaient pas déclarés. Il nous faut partir à la recherche de tous ces gens qui sont en voie de cancer de la prostate, des femmes qui ont la banane qui ne sont pas déclarées, des enfants mal formés, et ainsi de suite. Il nous faut assumer les conséquences de notre histoire. Il faut être courageux. C'est ça, être adulte. Bon, affaire à suivre, en tout cas, on reviendra non, avec détermination. Avec détermination. Merci en tout cas d'être venu. On va enchaîner avec notre première pause publicitaire. On reviendra ensuite avec Jean Hameau, qui est auteur, qui nous parlera de son livre, ainsi que Priscilla Delaney pour le festival Nouveau Regard. À tout à l'heure. De retour sur le ZCL, donc avec monsieur ou père Jean Hameau, qui vont nous parler justement de son livre Hold-up judiciaire, l'affaire du centre Jean Bosco. Bonjour. Et on aura le plaisir de recevoir tout à l'heure donc Priscilla Delaney pour le festival Nouveau Regard qui est déjà sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, on va démarrer donc par monsieur ou père Hameau. C'est la question que j'ai posée. Est-ce qu'il faut que je vous parle monsieur ou père parce qu'on est toujours prêtre à vie, je pense. En tout cas, vous venez nous parler de votre livre, donc Hold-up judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de ce livre? Eh bien, en appendice, dans le livre, j'explique que j'ai voulu d'une part rendre hommage à toutes celles et ceux qui, à côté de l'Église, à côté de l'APE, enfin, on va attendre d'expliquer tout ça, ont mené un combat. Comme disait Paul, j'ai mené le bon combat jusqu'au bout. Deuxièmement, je pense aussi que c'est important pour rétablir un petit peu la vérité parce que trop de choses avaient été dites, trop de mensonges avaient été proférés et trop de personnes avaient été blessées. Donc j'ai voulu un petit peu expliquer avec beaucoup de calme et de douceur ce qui, à mon avis, s'était passé. Est-ce qu'on peut remettre le contexte, parce que peut-être certaines personnes ne connaissent pas l'histoire, pour résumer un petit peu l'histoire de Saint-Jean Bosco? L'APE, l'Association pour la protection de l'enfance, a été fondée en 1935 par Monseigneur Genoux, prendre en charge les jeunes en difficulté. Donc, pratiquement, cette association a pris naissance il y a des années et des années. Et Saint-Jean Bosco était devenu l'emblème, le lieu où on rassemblait les enfants en difficulté. Et donc, dans les années 1990 à peu près, il y a eu ce problème par rapport à ce qu'on appelle le prix de journée, des difficultés. Puis
l'APE a été liquidée. D'accord, donc Alors, ça a c'est eu plus des ça. problèmes de gestion en fait qui Voilà. ont mené à une liquidation de l'association. L'association. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'importance de ce centre pour les jeunes? Comment il a permis aux jeunes d'être un tremplin Mais parfois? Il faut bien se dire qu'on avait fait de ce Jean Bosco une maison de redressement. Ce n'était pas du tout ça. Il y avait cinq sections d'une trentaine de jeunes à Saint-Jean Bosco. Et bien sûr, il y avait les jeunes en difficulté, les repris de justice qui étaient envoyés par la justice, et finalement, ce sont eux qui ont mis la pagaille. Il y avait une école technique, beaucoup de Guadeloupéens sont sortis de cette école technique, et cette école technique, aujourd'hui, est devenue l'école technique qui est à Blanchette, qui continue. Bon, il y avait bien sûr aussi une école primaire, et avec des sections pour aider les jeunes, les accueillir. Voilà, c'était ça, c'est Jean Bosco. Et alors, vous parlez de rétablir la vérité. Alors, pourquoi c'était important pour vous de remettre les pendules à l'heure concernant ce qui s'est passé? Je ne dirais pas que je veux rétablir la vérité. Je vais peut-être rétablir ma vérité. Mais c'était certainement important que les gens sachent ce qui s'était passé. Et donc, il y a eu un combat très, très fort entre nous, l'association, ensuite le Conseil général et même l'État. Donc, j'essaie d'expliquer les choses comme c'est venu. Et finalement, de montrer qu'on a un petit peu la victime et qu'aujourd'hui, ce centre qui avait accueilli autant de jeunes et qui avait aidé tant de jeunes à retrouver un sens à leur vie a disparu. Je me permettrai de parler, par exemple, de Léo Veit, pour Ben Léo Veit dans Saint-Jean Bosco, d'autres dans ce cas-là, qui aujourd'hui, si Hippoben était là, il aurait pu donner son propre témoignage. Mais en fait, c'est pour dire qu'on a toujours été à l'écoute des jeunes en difficulté, qu'aujourd'hui, on essaie de continuer dans le même sens. Et justement, actuellement, qu'est-ce qui est maintenu pour ces jeunes en difficulté? Alors, Saint-Jean Bosco, si vous voulez, a été repris par l'œuvre des orphelins d'Auteuil. Et donc, il y a tout un travail qui se fait maintenant à Saint-Jean Bosco, mais je ne saurais pas vous dire ce qui se passe exactement, franchement, parce que depuis cette histoire de l'APE, j'ai pris beaucoup de recul. De recul, justement. Et cette expérience, est-ce qu'elle a influencé, je ne sais pas, votre façon de voir les choses concernant, je ne sais pas, la justice ou autre? Non, mais je pense que il faut garder l'espérance. Bon, ça s'est passé, il y a eu ces difficultés, mais peut-être qu'il faut regarder aujourd'hui, d'une autre manière, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes. Bon, les temps ont changé. Donc si les temps ont changé, prenons le temps aujourd'hui de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes. Et aider les jeunes à grandir, à devenir des hommes et des femmes demain, ce n'est pas seulement à Saint-Jean Bosco, mais ça peut se faire aussi dans les paroisses, ça peut faire un peu partout. Il s'agit actuellement de donner un idéal aux jeunes, pour leur dire que la vie, elle est difficile, elle est compliquée, mais on peut toujours surmonter tout cela si on veut. Et là, c'est important de lancer un appel à des adultes pour encadrer ces jeunes et les aider à trouver leur chemin. Et justement, est-ce que les institutions religieuses, elles peuvent être une aide pour soutenir les jeunes, promouvoir plus de justice, d'éducation? Bon, il y a des mouvements. Il y a les scouts. Oui. Il y a l'enseignement catholique. Il y a les associations de jeunes. Oui, je crois que nous comptons beaucoup sur les jeunes. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des personnes qui veulent encadrer ces jeunes, qui acceptent de donner un peu de leur temps pour que les jeunes trouvent leur place dans notre société aujourd'hui. C'est difficile à trouver actuellement. Il y a moins de volontaires, de bénévoles qui veulent justement aider. Il y a encore des œuvres. Il y a les scouts, il y a les CVAV. Et dans les paroisses, il y a des mouvements qui regroupent les jeunes pour essayer de leur donner un idéal. Mais pas quelque chose d'évanescent, mais quelque chose de concret dans leur vie de tous les jours. D'accord. Quel message vous souhaitez justement transmettre à travers ce livre? Vous avez parlé de vérité, mais plus loin pour la jeunesse actuelle. Le message, c'est que devant la difficulté, devant ce qui se passe chez nous maintenant, je crois qu'il ne faut pas se décourager. Hein. Il faut se dire que nous sommes responsables, nous sommes dans le même bateau, et que si nous voulons que notre pays avance,
si nous voulons que la Guadeloupe continue à devenir j'ose le dire, un modèle pour les autres, eh bien, il faut qu'on s'y mette tous. Et qu'il faut que la violence diminue. Il faut que les gens prennent davantage conscience qu'on est responsable d'eux. Voilà. Ce que je souhaite, c'est que ce livre-là puisse aider des gens à comprendre que les jeunes, eh bien, c'est l'avenir, c'est demain. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre passage. Et donc, je vous en prie. Vous avez une présentation dédicace donc aujourd'hui à la salle Remina Souta à 18h30. À 18h30, oui, 18 à 18h30 à la salle Remina Souta. On va parler de ce livre et puis il y aura une séance de dédicace. D'accord. Donc, vous pouvez venir nombreux à cette dédicace. C'est sur Pointe-à-Pitre, 18h30. Merci voilà, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci. On va parler justement jeunesse, action et détermination avec Priscilla Delaney, donc, qui est directrice artistique du festival Nouveau Regard, donc 7e édition qui aura lieu du 20 au 24 mars. C'est ça. Donc c'est un festival qui permet justement d'explorer différents cinémas, donc notamment caribéens. Oui, tout à fait. Le cinéma caribéen est au cœur de la programmation du festival depuis le début, mais encore plus cette année, puisqu'on a 25 films qui nous arrivent de toute la Caraïbe, francophone, anglophone et hispanophone, et de tous les genres, puisqu'on a des courts-métrages de fiction, des documentaires, mais aussi des longs-métrages de fiction. Donc un programme dense avec des événements variés, des événements aussi hors les murs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler, alors, dans les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses du programme? Alors, le programme, il se divise, on va dire, en deux parties. Donc, on a la partie projection de films avec les films en compétition, les films caribéens, des films internationaux qu'on présente également en avant-première pour la plupart, avant-première nationale. Et dans cette partie de programmation de films, on propose au public de découvrir des films de manière très différente. Donc, pas en salle, mais dans des lieux assez insolites ou alors inédits. Cette année, on aura 2 séances insolites. Donc, une séance qui va traiter d'un thème qui est d'un courant, on va dire, un courant cinématographique qui est l'afrofuturisme, c'est-à-dire les nouvelles narrations du continent africain qui mêlent science-fiction, tradition, modernité. Donc ce sera une séance qui aura lieu au 2.0 aux Abîmes, le samedi 23. Et l'autre séance, elle est dédiée à un courant qui est tout nouveau, qui s'appelle Dark Fantasy. En fait, c'est un mélange d'horreur, de fantastique, mais aussi d'onirique. Donc c'est quelque chose d'assez inédit. Voilà. Donc on joue notre rôle d'avant-gardiste du cinéma en proposant ces séances qui sont scénarisées à l'image des films. Comment se fait la sélection justement des films? Parce que c'est des thèmes, j'avoue que personnellement je ne connaissais pas. C'est l'occasion. Voilà. Donc ce sera l'occasion de découvrir. Mais comment se fait la sélection des films qui sont en compétition? Comment vous procédez? Alors nous, on lance un appel à compétition depuis le mois d'octobre en général, qu'on clôture en janvier, pour recevoir des films qui vont passer à la présélection et qui seront ensuite proposés donc, au public et aux membres du jury. Donc on lance un appel à compétition via une plateforme qui est internationale et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on reçoit beaucoup de films, 3800 cette année et donc tout ça passe à la sélection des films caribéens. Enfin, on a vraiment une sélection qui est très minutieuse pour qu'il colle à la thématique et ensuite cette année on en a 25. D'accord, donc de 3000 on passe à 20. Oui. C'est quand même un sacré boulot, j'imagine. Travail. Vous êtes une équipe on est plusieurs à faire le tri. Et justement, comment est le cinéma? Quel est l'état du cinéma actuel en Guadeloupe, on va dire, mais dans la Caraïbe? Alors, l'état du cinéma actuel, il est très riche et très foisonnant. D'ailleurs, on aura une table ronde pendant le festival qui est donc en collaboration avec notre partenaire officiel, la région Guadeloupe. C'est une table ronde pour parler justement de l'état des lieux du cinéma. Donc ça aura lieu le jeudi 21 au MACT, dès 9h30. Donc c'est l'occasion de savoir ce qui se passe sur le territoire, que ce soit en termes de production, en termes de financement, de formation ou de production, voilà, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut partager en tout cas avec les professionnels et le public, c'est que le cinéma caribéen, le cinéma guadeloupéen est dans une belle ébullition. Il y a beaucoup de productions
Et voilà, donc on veut tout simplement montrer le fruit du travail de ces auteurs. Justement, en matière de formation, quelles sont les possibilités de formation ici? Est-ce qu'il y en a? Et comment un jeune qui on est dans plein Parcoursup, etc., est-ce qu'il peut vraiment avoir sa place, trouver quelque chose qui lui convient ici? Oui, bien sûr. Donc il y a plusieurs canaux de formation. Il y a le BTS audiovisuel à Pointe-Noire, il y a le campus Luminance également à Pointe-Noire. Et puis il y a aussi des écoles de cinéma, dont je suis présidente d'ailleurs, c'est l'école Courtrage-Mes Caraïbes, donc une école de cinéma qui est accessible sans condition de diplôme ou d'âge. Donc on peut se former aux différents métiers du cinéma, scénariste, compositeur de musique de film. Enfin, là, sur le territoire, on a de plus en plus d'offres. Et c'est ce qui est important de montrer, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de partir. Et c'est aussi ce qu'on veut faire pendant les ateliers qu'on met en place pendant le festival, c'est d'ouvrir l'horizon cinématographique des jeunes ou alors des professionnels déjà bien en place et proposer des formations pendant le festival. Alors là, il y a une thématique qui est quand même spécifique autour du numérique, de l'intelligence artificielle. Est-ce que du coup, vous allez l'intégrer dans le festival? Absolument. Il y a une journée qui est spécialement dédiée à l'intelligence artificielle au service du cinéma, puisque c'est vrai que c'est une grande préoccupation actuelle de savoir quels sont les dangers, les craintes à avoir, mais surtout quels sont les atouts que cette nouvelle technologie peut apporter au cinéma, au récit, et à faciliter peut-être certains aspects peut-être plus administratifs, parce que le cinéma, c'est une vaste entreprise. Donc, en fait, on a trois experts même qui vont venir nous en parler, deux Guadeloupéens d'ailleurs, deux jeunes Guadeloupéens, dont un qui vit à Montréal, donc Lucas Soussin et Emmanuel Saint-Silly. Donc, c'est des jeunes Guadeloupéens qui sont spécialisés dans les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle dans le cinéma et dans le patrimoine artistique et culturel. Donc, ce sera 2 temps forts où j'invite tout le monde à venir prendre connaissance. La compétition, elle est quand même l'élément central du festival. Absolument. Quels sont les objectifs de cette compétition? L'objectif de la compétition, c'est déjà de montrer ces créations caribéennes, de montrer les histoires qui nous ressemblent, qui nous racontent, qu'elles viennent de chez nous ou de nos voisins, parce que souvent on est éloigné de nos frères caribéens et on a des histoires qui se ressemblent terriblement. On a les mêmes histoires. Donc l'idée, c'est aussi de nous rapprocher et de montrer au public ces histoires qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un grand écran et en même temps de stimuler la créativité de la Caraïbe avec cette compétition de films. Je crois qu'on a un trailer qu'on va pouvoir passer justement sur Nouveau Regard. On lance le... Tudo bem? Alors, un très beau trailer et justement une belle affiche aussi qui a fait l'objet d'une sélection, je crois. Oui, enfin l'affiche est toujours met à l'honneur un artiste caribéen. Et cette année, on a choisi la photo d'Elton Barrett, qui est un photographe des Bahamas. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des thématiques sur les films spécifiques? Alors nous, on laisse les thématiques vraiment très libres. On n'a pas de thématique au festival, mis à part avoir donc des films de ces nouveaux auteurs, ces nouvelles visions du cinéma. Mais c'est vrai que les thématiques se ressemblent énormément, puisque c'est le reflet de nos questionnements et des interrogations des créateurs. Mais on a aussi des séances thématiques, oui, parce qu'on collabore avec d'autres associations, comme le Terra Festival, où là, donc, on a un film qui est dédié à tout ce qui est
côté développement durable, voilà. Et en général, on allie développement durable et nouvelles technologies ou technologie pour rester dans le côté novateur. Et cette année, avec le Terra Festival, on va présenter un film qui s'appelle La lumière des femmes. C'est une histoire magnifique sur des femmes qui vivent dans un village Peul et qui sont amenés à se former au photovoltaïque et pour ramener cette technologie et ces connaissances dans leur village. Donc c'est un film vraiment très très touchant, de beaux portraits de femmes. J'invite tout le monde à se renseigner pour savoir quand le film passe. Donc de mémoire c'est le jeudi, mais voilà, il vaut mieux aller sur le site internet. Le programme est assez dense. Le programme est dense, donc allez sur le site internet du festival et vous verrez l'ensemble de la programmation. Donc voilà, donc on fait des ponts comme ça avec d'autres acteurs du territoire. Donc, festival qui aura lieu du 20 au 24 mars avec une programmation qu'on peut trouver toutes les informations sur notre site internet. Le programme est en ligne, la billetterie est en ligne. Il y a des ateliers, certains sont complets, d'autres... Ils sont tous complets. Ils sont tous complets, d'accord. Mais par contre, il y a des masterclass et des conférences qui sont ouvertes à tous et on espère voir le public nombreux. D'accord. Un dernier message à transmettre aux cinéphiles comme aux non-cinéphiles. Ah oui, voilà, cinéphile ou pas. Hein, l'idée, c'est vraiment de venir à la découverte d'œuvres, d'avoir l'esprit ouvert et de se laisser surprendre surtout. Ok, très bien. On va sûrement venir en tout cas pour découvrir avec grand plaisir. Tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Et à très bientôt. On va enchaîner avec notre deuxième pause publicitaire et on va recevoir ensuite Janine Carat, Marie Letin pour un séminaire sur les clés de l'estime de soi et ensuite Camille Mugerin et Jacqueline Birman-Sétor pour la journée de la femme. Il est 13h31 et on va enchaîner avec notre troisième plateau et nos invités qui sont déjà sur le plateau. Donc Janine Carat qui est coach référente et formatrice consultante. Elle va nous parler du séminaire sur les clés de l'estime de soi. Bonjour. Bonjour. Avec Camille Mugerin et Jacqueline Birman, on va parler de Birman-Sétor. On va parler de la journée de la femme et justement d'un événement qui aura lieu sur Sainte-Anne. Et on va revenir d'abord sur l'information et notamment sur la région qui était en visite à Marie-Galante. Une réunion s'est déroulée à la mairie de Saint-Louis pour faire un état des lieux sur différents projets. Donc c'est la délocalisation d'une commission qui est permanente, qui a permis de délibérer plusieurs sujets, notamment les projets océans, l'aide aux pêcheurs et le sujet sur la canne. On va voir un reportage de Michel Depape. Cette réunion à la mairie de Saint-Louis-de-Marie avec le maire, voir un peu les travaux qui sont faits, ce qu'il y a à faire encore, parce que nous avions fait la région à domicile ici avec le maire où nous avions prévu certaines choses qui ont été réalisées sur des routes, sur des aires de jeu et d'autres demandes du maire. Et aujourd'hui, nous avons fait le tour un peu des projets et ce que nous aurons à faire encore. Et donc à 80%, je dirais, nous lui avons répondu avec satisfaction. Il est vraiment très content et M. Pelage sera en charge de suivre un peu ces chantiers, surtout que nous avons beaucoup fait à Capesterre, à Grandbourg et moins à Saint-Louis. Et nous avons dit effectivement, cette année 2024, nous allons mettre le paquet. La région tient une commission permanente sur le territoire de Saint-Louis. Mais évidemment, avant que cette commission permanente ne se tienne, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président Chalus et aussi avec sa délégation et à propos d'un certain nombre de projets que la commune entend mener et évidemment pour lesquels la commune sollicite l'accompagnement de la région. Nous avons eu la commission permanente, nous avons pris des délibérations sur plusieurs sujets. Il y avait à peu près, si j'ai bonne mémoire, près de 90 points qui ont été validés à l'unanimité, notamment des points sur Marie-Galante, le projet Océan, je crois, des aides aux pêcheurs. Des aides aux pêcheurs, des aides aussi sur la canne, oui. À la replantation qui ont été validées. Ensuite, nous nous sommes rendus au lycée pour pouvoir voir un peu les travaux réalisés pour la cuisine pédagogique du lycée Bastaro. Voilà. C'est un moment très fort dans la vie de l'établissement parce que ça conclut un moment de structuration très importante. C'est-à-dire, nous avons 5 filières de métiers sur la partie professionnelle de cet établissement et la cuisine, hôtellerie, restauration, c'est le plateau technique qu'il nous fallait pour offrir aux élèves une filière, une offre de formation
selon leurs attentes, en fonction de leurs attentes, et aussi en adaptation aux besoins de cette île, puisque le tourisme est appelé à être un aspect du développement de cette île. Donc c'est une belle satisfaction, 3,5 millions de travaux qui ont été réalisés dans les temps, comme nous l'avons prévu. Ça a été livré. Maintenant, nous espérons qu'il y aura un fonctionnement permettant aux jeunes de pouvoir vraiment se former. Et nous avons pu constater aujourd'hui la satisfaction du proviseur et de ses collaborateurs de ce lycée. Voilà pour les informations. On va enchaîner donc avec nos prochains invités. Donc j'ai Camille Mugerin, présidente de l'association Lien de Panier. Bonjour. Bonjour. Et Jacqueline Birman-Sétor, professeure agrégée de lettres, créoliste, auteur, avec ses différents ouvrages qui sont sur le plateau. Nous allons parler de quel féminisme pour le 3e millénaire. Donc c'est une table ronde qui aura lieu ce samedi 16 mars à Sainte-Anne. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez, déjà, merci d'être venu sur ce plateau, nous partager votre perspective sur l'état actuel de la mixité, de la parité, l'égalité pour les femmes, puisque c'est dans le cadre des journées des droits de la femme. En fait, c'est moi qui ai choisi le sujet. Hein. Oui. Voilà, donc, est-ce que je devrais le dire? Non, je ne vais pas le dire quand même. Ah. Mais... oui. C'est-à-dire que à un moment, on cherchait le sujet depuis la fin de l'année dernière, quel sujet choisir, quel thème, etc. Parce qu'on ne fait jamais comme les autres, c'est-à-dire, nous, depuis l'année dernière, nous questionnons le féminisme. D'accord. Qu'est-ce que le féminisme? L'année dernière, nous avons donné la parole aux hommes pour qu'ils disent un peu ce qu'ils pensent de la Journée internationale des femmes, des droits acquis par les femmes, parce que les droits acquis par les femmes modifient considérablement les relations sociaux, les relations au travail, les relations dans la famille, puisque la femme maintenant a acquis l'égalité, donc elle est autant chef de famille que son mari, elle est chef d'entreprise, elle est chef partout, dans tous les domaines de sa vie. Donc, qu'est-ce que ça fait aux hommes? Comment ils ressentent ça? Justement, c'était quoi leur réponse par rapport à l'État? Par rapport à ça, on n'a pas eu beaucoup d'hommes. D'accord. Nous n'avons pas eu beaucoup d'hommes. Mais j'ai appris que les hommes s'organisent maintenant. Les femmes ont longtemps, été en fraternité, sororité, etc., pour penser leurs besoins, leurs luttes, leurs combats. Mais maintenant, j'ai entendu qu'il y a de plus en plus d'associations d'hommes. Oui, on a reçu cette semaine justement un homme qui parlait de masculin sacré. Maintenant, on en parle de plus en plus. Ils sont dans cette recherche aussi, je pense, d'épanouissement, on va dire, personnel. Donc oui, c'est une question qui se fait, en tout cas qui se traite actuellement. Alors je vais vous dire, je ne voulais pas, quand j'ai dit je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire quand même, ce qui nous a motivés, qui nous a fait basculer dans d'autres questionnements, c'est-à-dire la polémique créée par un groupe de carnaval. Ah. La polémique, les femmes qui revendiquent leur liberté. Leur liberté à tout va, pardon. Donc liberté à quel niveau? Liberté de défiler nues si elles veulent. D'accord. L'année dernière, les femmes en Martinique ont déboulé, oui, body painté, c'est ça? Le corps peint, nu, très nu, mais peinturé. D'accord. Voilà. Donc c'est un droit en fait à la liberté de pouvoir. Oui, leur liberté, c'est ça qu'elles déclarent, c'est leur liberté. Oui. Et donc voilà. Voilà, donc. Oui, il faudrait éteindre. Ça arrive, c'est du direct, hein, voilà. C'est du spam en plus. Mais ouais. Donc justement, alors donc il y a plusieurs. Donc cette table ronde va regrouper plusieurs personnes. Donc vous, Madame Jacqueline Birman-Sétor, donc qui êtes docteur en lettres, professeure agrégée en lettres, retraitée, écrivaine de plusieurs ouvrages. Quelle a été votre motivation pour participer à cette table ronde et du coup, quelle est votre vision du féminisme actuel? Alors, lorsque j'ai été invitée par Madame Mugerin, eh bien, j'ai accepté de participer sans problème, puisque la date me convenait et puis le sujet aussi était très d'actualité,
puisqu'on parlait de la journée de la femme, etc. Et comme il y faut admettre qu'autrefois les femmes n'avaient aucun droit et que si on remonte très loin dans l'histoire, qu'elles n'avaient même pas le droit d'exister, si on peut le dire. Elles étaient là comme un pot de fleurs, comme un portrait dans une maison. Mais le temps dont je parle là maintenant, eh bien c'est des temps très reculés. Hein, à l'époque où, lorsque les femmes vivaient dans un foyer, eh bien elles étaient obligées de rester dans le foyer. Elles n'avaient aucune perspective d'avenir. C'était faire le ménage, s'occuper des enfants. D'ailleurs, quand elles mouraient, on écrivait sur leur tombe: elle fila la laine et resta à la maison. Ça se passait en France. Mais en Guadeloupe, les femmes ont eu aussi un rôle, mais assez tardivement. Mais au départ, eh bien, elles étaient considérées comme étant l'âme du foyer aussi. Et c'est par la suite que les choses ont évolué. Alors, moi, je vais justement parler en quelque sorte de l'évolution. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire maintenant qu'on est dans une société égalitaire, selon vous, au niveau des droits? Alors, moi, j'estime que l'égalité, c'est quelque chose qui se prend. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas à attendre qu'on leur donne l'égalité. Elles ont une égalité de fait, puisqu'il y a eu des avancées dans la société. Il faut savoir que lorsque la femme naissait, comme disait Simone de Beauvoir, eh bien, la femme qui naissait et qui était normale, eh bien, il fallait qu'elle entre dans un moule. Et en 1949, elle le dit bien lorsqu'elle écrit son ouvrage, Le deuxième sexe. Et comme c'était une philosophe et qu'elle a beaucoup travaillé sur la condition de la femme, elle a beaucoup lutté pour défendre la femme, eh bien, elle disait qu'on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire que la société, la culture voulait que les femmes soient dans un cadre, dans un moule, dans un costume, si on peut le dire ainsi. Même si c'était un costume étriqué. On ne leur demandait pas leur avis. Il fallait, avec le regard de la société, qu'elles soient des femmes. Et donc, les petites filles, très tôt, eh bien, quand elles recevaient les dinettes ou bien les poupées, eh bien, c'était comme si on les préparait à la vie future, comme si on disait, mais toi, tu es une fille, tu restes à ta place. Et je sais qu'en Guadeloupe, c'était aussi pareil, puisque les petites filles n'avaient pas le droit de battre du tambour sous le bord de la table, de s'asseoir à califourchon sur une chaise, de siffler parce qu'on leur disait « diable qui prend ». Elles n'avaient pas le droit de grimper aux arbres, de jouer aux billes, etc. Bon, moi, j'étais un petit peu... entre fit et fente, comme on dit, mais non, pas garçon manqué, justement. Justement, on disait aux filles qui voulaient être comme des garçons, qui voulaient jouer, en quelque sorte, avec les jeux de garçons, que c'était des garçons manqués. Elles étaient vite cataloguées. Moi, sans qu'on me dise que j'étais un garçon manqué, j'avais un grand frère qui avait 8 ans de plus que moi et une grande sœur qui avait 4 ans de plus. Alors, avec le grand frère, il m'est arrivé de faire des jeux de garçons. Notamment, je sais faire un cerf-volant, parce que j'ai vu comment mon frère le faisait et je l'aidais à tailler les ailes et la queue. Moi, mes parents étaient permissifs. On ne m'empêchait pas, par exemple, de grimper aux arbres, de jouer aux billes avec mon frère, etc. Par contre, de temps en temps, on me disait, tu ne peux pas t'asseoir à califourchon sur la chaise, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas battre du tambour parce que ça fait voyou. De même, mon frère, il allait courir après Massa Saint-Jean parce qu'on habitait dans le quartier. Mais moi, je ne pouvais rester que sur le trottoir et regarder passer les masses et dans la jupe de ma mère parce que j'avais peur des masses. Mais on avait le droit, au retour du mas, d'aller quand même de Font-Logier jusqu'à la cour Selbonne pour les accompagner. Donc, il y avait quand même une différence de... Oui, il y avait des interdits. Des interdits, puisque voilà. La société ne voyait pas l'éducation des filles à l'instar de l'éducation des garçons. Donc, ça a évolué quand même, on peut dire ça. Ça a beaucoup évolué et c'est justement pour ça que je dis que nous questionnons notre féminisme à présent. Puisque ça a tellement évolué qu'on ne sait plus qui est femme. Comment est-on femme maintenant ? Au XXIe siècle, au 3e millénaire. Comment devient-on femme? On ne naît plus femme du fait de sa naissance biologiquement. On est femme parce qu'on peut le décider.
Donc, on peut décider. Il est question de vraiment prendre les rênes de sa vie et de décider qu'on est... Oui, on peut changer de sexe et devenir femme si on veut. Oui, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font. Oui, c'est ça, on peut décider. Il y a ce qu'on appelle l'identité biologique, mais il y a l'identité de genre. Et ce matin encore, j'entendais sur une chaîne nationale qu'en Espagne, je le reprends ici, en Espagne, depuis 2022, je crois, un homme peut décider administrativement qu'il est une femme. Qu'il ou qu'elle, qu'est-ce que je dois dire? Mais l'homme... Yel, oui, c'est le terme. Ouais. Il est une femme. Et on ne peut pas lui, administrativement, il déclare, je ne sais pas si c'est à la mairie, à la sous-préfecture, mais il se déclare femme. Et on ne peut pas lui contester ce droit, parce que si on le lui conteste, on risque une amende de 150 000 €. 150 000 €. Ouais. D'accord. Voilà, 150 000. Donc, quelles sont les façons d'être femme? Comment célébrer la femme? Comment fêter la femme? Est-ce qu'on peut fêter la femme comme on l'a fêté il y a 10 ans, il y a 15 ans? Quel est le statut de femme actuellement? Moi, je crois que c'est une vraie question et qui va se poser dans l'avenir. Parce que, donc, c'est l'objet de justement cette table ronde qui aura lieu donc, le 16 mars, demain. donc samedi, donc, au Centre culturel de Sainte-Anne, de 15h à 20h. Et donc avec Betty Fosta, donc, qui est dirigeante, fondatrice de IPEOS, donc fondatrice aussi de Guadeloupe Tech, présidente du club d'investissement féminin. Donc c'est vraiment pour avoir cette tonalité entrepreneuriale. Exactement. Donc avec Madame Biaman-Sétor, donc qui va apporter son regard à la fois culturel et sociologique sur la question. Et Monsieur Gabriel Mugrin, donc un homme quand même. Oui, un homme quand même qui va apporter le ressenti de l'homme sur sur ce problème-là, sur cette problématique. Okay. Et aussi, nous avons Madame Ninine, qui est psychologue. Psychanalyste, qui va porter le regard de spécialiste sur la société et sur ce phénomène de transgenre, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Cette nouvelle façon d'être femme, puisqu'il s'agit de ça en fait. Hein. Avant, on était femme parce qu'on était déclaré fille à la naissance. Féminin. On était déclaré fille à la naissance. Et je vais vous dire, pire, j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, sur une radio nationale, un monsieur qui disait, on l'appelle il quand il va quelque part. Pourquoi vous m'appelez il? Pourquoi dites donc de moi il? Qu'est-ce qui vous dit que je suis il? Il, c'est le masculin. Vous voyez? Il y a tellement de questionnements que finalement, on ne s'en rend pas encore compte. Je ne sais pas. Dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment ça va évoluer. Mais Liane Panier aura porté sa pierre à l'édifice en invitant des personnes comme Madame Sétor à en parler, Madame Marie-Hélène Lomuno, historienne, qui va en parler, Gabriel Mugrin et Madame Betty Fosta dans son rôle de chef d'entreprise et entrepreneur. Alors, donc c'est à partir de 15h. Est-ce qu'il faut réserver? Non, pas du tout. Gratuit? Entrée libre et gratuite jusqu'à 20h. Donc ça veut dire que ça laisse beaucoup de temps pour en parler. Je vois quand même qu'il y a des animations prévues. Oui, nous aurons un petit show Bollywood de Madame Sitchan qui va nous faire... on a voulu un petit peu changer, aller un petit peu dans un autre aspect de la culture guadeloupéenne. Et proposer une petite prestation du groupe de Madame Sitchan. Ok, donc vous avez toutes les informations, numéro, contact, si vous souhaitez vous rendre à cette journée, à cet après-midi, donc du 16 mars, donc à Sainte-Anne. Merci d'être venu. Alors, je voulais dire une dernière chose. C'est que je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, parce que pour moi, il n'y a pas un problème femme. D'accord. Pour moi, la femme n'est pas un problème. La femme, c'est un être humain, un point, c'est tout. Et justement, dans mon intervention, ça va peut-être un petit peu sortir des sentiers battus. Je vais aller peut-être dans un sens qui n'est pas attendu. D'accord. Parce qu'après avoir bien montré l'évolution et tout ce que la femme a obtenu, comme par exemple le droit de vote, l'égalité entre hommes et femmes, etc., eh bien, il va falloir quand même qu'on revienne à la raison et qu'on se dise qu'on veut en quelque sorte faire beaucoup de bruit autour de la femme, mais en fait la femme c'est un être humain comme tant d'autres, comme l'homme, et qu'il n'est pas question justement qu'il y ait un problème entre l'homme et la femme, puisque en principe
l'homme et la femme sont complémentaires. Donc je n'en dirai pas plus. Et ceux qui veulent vraiment savoir pourquoi je parle de pavé dans la mare, ils viendront demain. Voilà, exactement, à Sainte-Anne. Au Centre culturel de Sainte-Anne à partir de 15h. Merci beaucoup. Oui, un petit mot pour remercier la municipalité de Sainte-Anne qui met à notre disposition le centre culturel avec son personnel et tout ça. Donc c'est notre partenaire dans cette manifestation. D'accord, ben merci beaucoup. On va parler maintenant d'estime de soi. Donc c'est un lien quand même avec la femme, hein, puisque c'est un des piliers, on va dire, qui permettent de s'épanouir. Et justement, donc Marie Létain, donc hypnothérapeute, formatrice, praticienne en thérapie énergétique et psycho-émotionnelle, ainsi que Janine Carat, donc on a présenté déjà consultante et coach, vous organisez un séminaire qui aura lieu le 24 mars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi consistent les thérapies énergétiques psycho-émotionnelles? Donc ce sont des thérapies brèves, c'est ça? Exactement. Bonjour. Bonjour. Alors oui, ce sont des thérapies brèves et dans tout ce qui concerne les thérapies brèves, nous trouvons des thérapies telles que l'hypnose, la relaxation par le toucher, le FT, pour ne citer que celle-là, où on peut accompagner une personne entre 3 à 12 séances maximum. D'accord, ça permet vraiment un changement. Oh oui, oui. Alors, quant à l'hypnose, vous savez, là, quand je viens ici, je parle de l'hypnose, c'est vraiment ma thérapie préférée. Parce qu'en 2 temps, 3 mouvements, comme je dis, il y a un avant et un après. Justement, alors ce séminaire, donc les clés de l'estime de soi, quels sont les objectifs de ce séminaire? Alors, l'objectif en réalité, c'est de permettre à la personne de s'épanouir sans que ces blessures, toutes ces blessures soient mises en avant et que ces blessures ne soient en fait ses conducteurs, ses drivers. J'espère que je me fais comprendre. Oui, mais on peut développer driver, je ne sais pas si tout le monde comprend, mais en tout cas, c'est déclencheur, c'est ce qui va... Voilà, exactement. Si vous voulez, ce sont des comportements automatiques que nous avons. C'est un peu coup de klaxon égale colère. Vous êtes en voiture, quelqu'un klaxonne et... On ne sait même pas pourquoi, mais quelqu'un te double, ouais, tout de suite. Donc, en fait, nous avons des comportements comme ça qui sont des programmes enfantins, hein, ou alors des programmes qui se sont installés au cours de notre vie, et toujours par des traumatismes, cela dit. Hein. Et quand nous arrivons face à un déclencheur, eh bien, hop, clac. C'est comme tap zip, le feu il s'allume tout de suite. Exactement. Voilà, il y a des mots comme ça, des comportements, alors que l'autre en face n'avait peut-être aucune intention. Mais nous, ces drivers, c'est vrai qu'on anglicise beaucoup de mots, mais bon, c'est le terme qui est utilisé. Ces mécanismes se mettent en place et ça agit beaucoup sur notre épanouissement personnel et surtout notre estime de nous. Justement, l'estime de soi. Pourquoi ce focus sur l'estime de soi? En quoi ça change et ça peut être important pour l'individu, mais aussi pour la société guadeloupéenne, on va dire? Alors, déjà, il faut définir ce qu'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne. Ce n'est pas la valeur que l'autre nous donne. Et souvent, quand on parle d'estime de soi, eh bien, on voit ça surtout par rapport à la manière dont l'autre nous perçoit. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le regard de l'autre qui compte. Parce qu'autrement, on n'est pas soi. On fait toujours par rapport à l'autre. En fait, on ne fait pas émerger nos véritables qualités. Donc, l'estime de soi, la valeur que nous donnons, c'est la manière dont nous percevons. Et c'est ça qui est important. Et souvent, eh bien, quand on parle d'estime de soi, on va beaucoup d'ego. Et l'estime de soi, c'est vraiment l'anti-ego. Madame Cara, est-ce que vous pourrez nous parler un peu du programme qui sera proposé justement et comment vous intervenez? Absolument. Alors donc cette journée de séminaire qui est all inclusive, en fait, c'est vraiment un package complet. On invite le public à passer un bon moment avec nous, s'occuper de lui, de soi. Et à Sainte-Anne, il y a plein de choses de belles choses qui se passent à Sainte-Anne. The place to be. OLE à Sainte-Anne, dans les locaux de Format Concept Thérapie à Sainte-Anne. Et donc, la journée va démarrer avec une prise de contact. Donc, petit déjeuner collectif, prise de contact. Après, nous allons avoir une intervention on est 3 intervenants ce jour-là, M. Denis Christmous, Marie Létain et moi-même. Et c'est M. Christmous qui va ouvrir, on va dire, le bal avec une
une technique bien particulière. J'ose pas trop en dire. En ouaille. Oui, il faut voilà, le yoga du rire. Le yoga du rire. Non, parce que c'est vrai que parfois ça peut soit effectivement tout de suite susciter l'adhésion ou bien interpeller. Alors le yoga du rire, effectivement, c'est une technique qui a été développée par un yogi indien pour justement permettre aux personnes de se détendre et de rire sans raison particulière et de déclencher tout un tas d'hormones et d'effets en fait sur le physique et le mental. Donc ça va démarrer par le yoga du rire qui permet justement cette cohésion d'équipe, de groupe, pour scinder le groupe. Ensuite, Monsieur Chris Mousse va faire une intervention sur les émotions. Marie en parlait très bien tout à l'heure, comment les identifier et comment y faire face, et non pas comment les maîtriser, comment y faire face et comment se gérer par rapport à ces émotions qui interviennent. Ensuite, Marie va nous donner l'approche en fait sur la spiritualité et l'approche aussi bouddhiste, c'est bien ça ? Oui, c'est un peu particulier. Alors, je peux ? Oui, bien sûr. Alors que Denis Christophe va nous parler de la relation entre les émotions et l'estime de soi, moi, je vais intervenir sur effectivement les émotions, mais vues d'un point de vue bouddhiste. Alors, il faut savoir que l'estime de soi est tributaire de nos émotions. C'est-à-dire, émotion, impact sur l'estime de soi, automatiquement. En fait, nous sommes des êtres d'émotion. Mais la vision bouddhiste est tout à fait différente de la vision occidentale. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire, dans le bouddhisme... En 2 mots, parce que... Oui, en 2 mots, très bien, en 2 mots. Alors, bon, en 2 mots, on va dire que les chakras, les centres énergétiques, les chakras interviennent beaucoup dans les émotions. Je vais juste, en 2 mots... Alors, chakra, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Petite... Wow. J'ai mis derrière les centres énergétiques. Oui, centres énergétiques, oui. Mais c'est que, voilà... Alors, je vais juste donner... je vais vous dire, hein, généralement, quand vous êtes en colère, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez la gorge là. Vous avez ça, quoi dit, encatoufé, en colère encatoufé. Bien, le chakra de la gorge, bien, c'est le chakra de la colère. Et là, nous allons apprendre certaines choses qui vont nous permettre, voilà, de... L'ignorance, c'est l'esclavage. La connaissance, c'est la liberté. Nous allons apporter des informations pour permettre aux personnes de se libérer de certaines... Donc, il sera question d'outils, de techniques pour vraiment apprendre à libérer tout ça et à se sentir mieux, on va dire. À transformer tout cela. Et beaucoup d'outils viennent de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Bon, des techniques d'ancrage, etc. Si vous le permettez, je donne une petite technique tout de suite. Oui, allez. Voilà. Vous, par exemple, vous êtes journaliste, vous êtes invité quelque part, et là, comme par hasard, votre syndrome de l'imposteur est en train de ressortir. Et là, vous dites, oh là là, mon Dieu, il va falloir que je prenne la parole, pourtant c'est mon métier. Eh bien, vous savez, vous avez votre maman qui vous a offert un bijou, quelque chose, quand l'aucun baissant, mais... Au cas sentir bien. Au cas sentir bien. Eh bien, ce jour-là, peu importe, hein, vous mettez ça dans votre poche, vous le portez sur vous. Et quand vous allez entrer en scène, vous le tenez. Et tout de suite, vous entrez dans un état émotionnel tout à fait différent. Voilà. Donc, il va y avoir un certain nombre plusieurs techniques, plusieurs outils. Voilà. Donc, ça se passe le 24 mars, oui. Alors, juste pour finir, la 3e intervention, c'est la mienne. C'est concernant plus la partie, on va dire, plus centrée sur l'estime de soi, mais le self-love, s'aimer soi-même, apprendre à s'aimer pour pouvoir justement poser les jalons, mais sur des outils beaucoup plus organisationnels et pratiques sur la gestion de projets, sur comment transformer sa vie. Voilà. Bon, tout un programme, est-ce que ce sera suffisant une journée pour tout ça? Est-ce que... Non, c'est le départ, c'est un déclic, l'idée c'est ça, de pouvoir après cheminer à la fois l'une avec l'autre, et où vous êtes 3 formateurs, donc la personne peut éventuellement avoir un suivi, j'imagine. Comprendre pourquoi c'est important. Voilà. Pour comprendre pourquoi c'est important l'estime de soi. Un numéro de téléphone éventuellement si on veut s'inscrire, comment on fait? 06 90 63 52 27. WhatsApp, s'il vous plaît. Encore une fois, 60. 06 90 63 52 27. Vous envoyez un WhatsApp et il y aura toutes les informations. Absolument, et tout juste à fait. Pour résumer en 3 secondes, c'est donc le dimanche 24 mars et c'est toute la journée. Ça va se passer où? À Sainte-Anne, chez Format Concept Thérapie, de 8h30 à 17h. Et tout est inclus dans le tarif forfaitaire, déjeuner, collation, petit déjeuner, et ce sera super. Voilà, super. En tout cas, merci d'être venu. Merci. On va conclure notre émission. Alors, je crois qu'il y a un focus. Est-ce qu'on a le temps de le voir?
Alors, focus du jour, donc ZCL Gold Nostalgie, donc avec Jocelyne Labille aujourd'hui, qui est une chanteuse guadeloupéenne de zouk. À l'âge de 19 ans, elle intègre le groupe Mélodie et sort un premier album, Affaire de femme. Bon, il y a encore question de femme, voilà. Sa carrière débute dans le groupe Orchestra en 1997. Elle sort son single intitulé Quand tu veux et marque son premier succès solo. Son album On verra lui fera gagner le prix du meilleur album caribéen au African Music Awards. En 2000, elle sort J'ai déposé les clés, bon, on connaît bien. Et en 2003, elle laisse parler les gens aussi. Album qui deviendra un tube de l'été en France, en Afrique, dans la Caraïbe et recevra la certification disque de platine. En 2009, Jocelyne Labille change de style musical et se lance dans le gros cas, sort la chanson Grève qui sera un des titres phares de la bande sonore de la grève générale. Donc c'était le focus du jour et je crois qu'on a une parole à pays là aussi. Donc de l'eau palais, ouais, de l'eau palais. Il parle trop, oui, sûrement. Donc voilà pour le focus et parole à pays là. Aujourd'hui, on a reçu plusieurs personnes, donc Jacques Davila, chroniqueur du ZCL, qui nous a parlé de l'eau. Encore, on n'a toujours pas d'évolution notable, malgré ce nouveau préfet qui est missionné pour l'eau et l'assainissement, en faire à suivre. Avec monsieur Jean Hameau, donc Père Hameau, on a parlé de son livre « Hold-up judiciaire, l'affaire du centre Saint-Jean-Bosco ». Avec Priscilla Delaney, cofondatrice et directrice artistique du festival Nouveau Regard. Elle nous a parlé de ce festival qui va démarrer donc le 20, du 20 au 24, plusieurs choses de programmées, notamment la compétition, mais aussi des ateliers, des masterclass, avec un programme très dense. Vous pouvez aller voir sur le site internet. Donc avec Camille Mugerin et Jacqueline Birmont-Sétor, on a parlé de cette table ronde qui aura lieu samedi au Centre culturel Sainte-Anne à partir de 15h. Quel féminisme pour le 3e millénaire. Donc tout un programme jusqu'à 20h avec des animations. Et avec donc Marie Letin et Janine Carat, on a parlé de ce séminaire qui aura lieu le 24. Donc, séminaire sur les clés de l'estime de soi, c'est à Sainte-Anne aussi. Donc, 24 mars. Voilà pour aujourd'hui. La réalisation, c'était Jordan. On parle de l'information rapide, si on a le temps. Non, on n'a pas le temps, ok. Donc, vous pourrez avoir toutes ces informations de toute façon ce soir. On vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi dans le ZCL, 12h30. Bon week-end, faites attention à vous et profitez pour prendre soin de vous.